Pierre Jacquemot, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que l'Afrique de l'Ouest est en train d'inventer le concept de coup d'État militaire à assise populaire, demandez-vous dans votre ouvrage ? Écoutez, on assiste à un phénomène assez nouveau. D'abord, c'est un retour des coups d'État en Afrique. Depuis une dizaine d'années, ils étaient beaucoup moins nombreux. C'est vrai qu'on constate que ces coups d'État, fomentés par des hommes militaires, de jeunes officiers, rencontrent une certaine audience auprès de la population et notamment auprès des jeunes. Ça signifie probablement que ces coups d'État sont assis sur un essoufflement de la démocratie représentative dans ces trois États. Démocratie représentative qui était incarnée par exemple par le président de la Guinée, Condé, qui avait outrepassé les règles constitutionnelles en s'accordant un troisième mandat, ou face à l'impuissance des chefs d'État en place, normalement élus, au Mali, au Burkina Faso, à faire face à la crise sécuritaire qui sévit dans leur pays. Et vous estimez qu'à l'égard du Mali, par exemple, la déclaration de la France, estimant que le nouveau régime avait un caractère illégitime, était particulièrement malencontreuse ? Ah oui, tout à fait. Je pense que dans sa relation avec les pays africains, la France a parfois de bons comportements, mais trop souvent émet des déclarations tout à fait malencontreuses qui témoignent peut-être d'une incapacité à pouvoir analyser les dynamiques en cours dans ces pays et les malaises qui règnent depuis fort longtemps au sein de la population, en particulier au sein de la jeunesse. Et donc, ces 20 dernières années, on peut faire une collection de phrases malheureuses qui malheureusement étouffent une volonté de mieux faire incarnée par certains chefs d'État à certains moments de leur mandat. Il y a une espèce de rigidité sur les critères démocratie formelle, élection, institution, règles du jeu, une espèce de rigidité française envers l'Afrique. Et donc une difficulté à comprendre ce qui se passe au sein des populations. Voulez-vous dire que la France d'Emmanuel Macron n'est pas très différente de celle de ses prédécesseurs ? Écoutez, il y a une évolution incontestable dans les comportements, mais encore du mal à sauter le pas et à être encore davantage à l'écoute des dynamismes internes endogènes au continent africain. Alors vous expliquez très bien dans votre livre les raisons de ces différents putschs militaires, mais n'êtes-vous pas un peu compréhensif à l'égard de certains régimes, comme celui du Mali, qui a laissé mourir en prison l'ancien Premier ministre Boubaï Maïga ? Non, je n'ai pas à être clément envers les uns et dur envers les autres. J'essaie d'analyser objectivement ce qui se passe. Ce que je peux constater, c'est qu'il y a des pays qui s'en tirent beaucoup mieux que d'autres, au regard des critères, d'une part, de démocratie, d'efficacité des institutions, et d'autre part, du respect des droits fondamentaux des personnes. Et donc, on est amené à faire des distinctions entre les situations, entre ceux qui sont les pays qui sont sur une trajectoire plutôt positive, ce qu'on appelle les démocraties matures, Cap-Vert, Maurice, Botswana, Ghana et même le Sénégal, et puis d'autres qui s'enfoncent dans un dérèglement démocratique total, voire même un délitement, comme la Centrafrique, la Somalie, le Sud-Soudan ou la Libye, par exemple. Oui, votre ouvrage distingue 4 catégories d'États, des démocraties matures aux démocraties immatures, et il y a la catégorie des démocraties molles. Quelles sont-elles ? Écoutez, effectivement, entre ces deux extrêmes, il y a des situations de pays marqués par l'autoritarisme, l'autocratie. On pense évidemment à l'Ouganda ou au Rwanda, et puis d'autres qui sont très molles, c'est-à-dire où les institutions existent, mais elles ne fonctionnent pas à plein. À quel grand pays pensez-vous ? Je peux penser à des pays qui sont à rente pétrolière. Je pense à l'Angola ou au Nigeria. Ce qu'on appelle la malédiction des matières premières joue à plein, dont les inégalités de revenus et puis la corruption, par exemple. Et le Congo-Kinshasa, où vous avez été ambassadeur, est-ce une démocratie molle à vos yeux ? Oui, c'est une démocratie, mais alors c'est une telle complexité. C'est un peu comme les Nigériens, c'est des pays tellement grands, tellement complexes, tellement peuplés qu'il est difficile de caractériser comme ça sommairement par une formule l'état de la situation. Mais incontestablement, le Congo n'est toujours pas sorti de l'impasse dans laquelle il est, c'est-à-dire bâtir des institutions pérennes et une démocratie véritable, en dépit des efforts qui peuvent être menés, en particulier par l'actuel président. Sur les 623 élections qui se sont déroulées en Afrique subsaharienne depuis 30 ans, vous dites que la moitié, quelques 316, relèvent de la mascarade. Selon l'index démocratique de The Economist Intelligence Unit, c'est considérable. Oui, alors effectivement, la moitié des élections sont viciées avant, au niveau de l'enregistrement des électeurs, incomplet, pendant, bourrage d'urne par exemple, et après, lors du calcul des résultats, et ceci malgré les observations.
L'autre observation qu'on peut faire, c'est que l'alternance, les possibilités d'alternance sont réservées à quelques pays. Alors on sait que c'est le cas du Ghana ou du Sénégal, il y a eu dans le passé. Récemment, on a eu le cas aux Seychelles et au Malawi, mais c'est très rare dans les autres pays. Et puis, peut-être faut-il ajouter une troisième observation en ce qui concerne les élections récentes, c'est le fait que des chefs d'État ont obtenu d'avoir un troisième mandat. La plupart des constitutions, comme celle de la France par exemple, mais la plupart des constitutions africaines, prévoient qu'un chef d'État ne peut assurer que 2 mandats. Or là, cette règle n'a pas été respectée en Guinée, ni en Côte d'Ivoire, ni en Ouganda, 6 mandats Museveni, ni au Tchad, 6 mandats Idriss Déby, ni au Congo, 4 mandats Sassou Nguesso. Alors du coup, on arrive à une situation, pour un certain nombre de pays, que j'appelle les démocraties molles, à des situations où on élit des vieux. On élit Biya, Ouattara, Condé, Nana Akufo-Addo, Museveni, Sassou Nguesso, Omar Nguele, qui ont un écart d'âge avec le reste de la population très important. Et donc probablement une capacité d'écoute des préoccupations de la jeunesse qui sont beaucoup plus faibles. Globalement, entre les hommes politiques africains et l'âge moyen de la population, il y a un écart de 43 ans. Et vous combattez l'idée reçue qui voudrait que chaque élection fait avancer par paliers successifs la conquête des valeurs républicaines. Au contraire, dites-vous, il y a un recul démocratique et une profonde lassitude des populations? Écoutez, oui, il n'y a pas de gain en termes de ce que j'appelle la démocratie substantielle, c'est-à-dire fondamentalement les droits de l'homme, les droits fondamentaux. Il n'y a pas de progrès mécaniques qui sont obtenus sur ce terrain-là. Après les putschs de ces 2 dernières années, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, est-ce que vous pensez que les régimes militaires de ces 3 pays vont rester aussi longtemps au pouvoir que les juntes qui les ont précédés dans les années 70-80? A priori, non. Les militaires au pouvoir sont peut-être en capacité, à court terme, de contribuer à la solution des problèmes sécuritaires, encore qu'au Mali et au Burkina, la solution n'est pas pour demain. Il est vrai qu'il y a une volonté de certains jeunes officiers d'être à l'écoute, de créer des assises citoyennes pour pouvoir être davantage à l'écoute des préoccupations des populations. Mais si l'armée n'est pas en mesure de pouvoir déléguer intelligemment à d'autres, notamment aux organisations citoyennes qui prônent une démocratie, ce que j'appelle par le bas, eh bien, ils ne seront pas en mesure de pouvoir répondre aux attentes qu'ils ont fait naître au début de la prise de pouvoir pour résoudre les problèmes fondamentaux des populations. Dernière question. Est-ce que le remplacement de la France par la Russie en Centrafrique et au Mali, c'est à vos yeux un phénomène passager ou durable? Je pense, et j'espère évidemment aussi, que c'est un phénomène passager. Quand on fait la liste des exactions commises par les milices privées venues de Russie, en particulier le groupe Wagner, la grande question, c'est celle de l'information des populations et l'impact des infox propagés par ces groupes, envoyés directement par Moscou. Donc, il y a une guerre là. Évidemment, quand on constate que RFI est interdit au Mali, on peut être inquiet, alors que ce média est dans tous les pays où j'ai été amené à travailler, et le média pour les populations, souvent le média privilégié pour avoir des informations sur le continent, mais également sur leur propre pays. RFI et France 24. Oui, RFI et France 24, mais je pense à RFI parce que j'ai subi la coupure d'RFI quand j'étais en poste à Kinshasa. Et je me souviens du nombre de messages que j'ai reçus venant de tous les coins de cet immense pays pour dire rétablissez RFI, rétablissez RFI. Parce que c'était le média privilégié pour sortir d'un discours formaté qu'on retrouvait dans les médias officiels. Donc vous pensez que la bataille de l'information n'est pas une bataille secondaire? Ah non, je pense que c'est une des batailles principales. Surtout aujourd'hui où il est fondamental que les informations qui transitent par les médias soient une information de qualité, porteuse de vérité, mais également porteuse de cette créativité foisonnante, de récits positifs, appuyés sur des expériences concrètes de solutions apportées par les différents mouvements citoyens. Et je pense effectivement que la bataille de l'information est cruciale dans le contexte africain. Pierre Jacquemot, merci.